Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'interviewer Amélie pour le site Chapeau et Bottes. Bien le bonjour Amélie. Bonjour Jean-Luc. Alors, Chapeau et Bottes, je suis un peu intrigué parce qu'il me semblait qu'on avait parlé de terre. Exactement. Eh bien, le lien est intimement lié à la Terre puisque dans nos climats, et je crois qu'on a à peu près le même, Jean-Luc, il est plutôt conseillé de bâtir sa maison avec un bon chapeau, donc un bon débord de toit pour protéger les murs en terre des éventuelles érosions ou intempéries, et des bonnes bottes, à savoir des fondations et un mur de soubassement qui permet de désolidariser la maison, qu'elle soit en botte de paille ou en technique terre, de l'humidité naturelle du sol. Donc voilà le petit clin d'œil Et de là, la j'ai pas structure. mon équipement sur moi, je peux quand même suivre la vidéo, oui. Oui, 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 tout à fait, Ah, tout voilà. à fait. Eh bien, je pense que tu nous as préparé quelques superbes slides. Eh bien, on t'écoute justement pour en savoir un peu plus sur les techniques de construction avec de la terre. Ok, ça marche. Eh ben, je vais partager mon écran et donc ce que je vais vous présenter, c'est ce que moi je vis au quotidien dans mon activité et également les valeurs que je porte. Voilà, normalement c'est ok pour toi. Super. Ok, ça marche. Donc, le chapeau et bottes, donc je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. C'est vraiment une structure qui est dédiée à la transmission des savoirs et savoir-faire sur les techniques en terre crue. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est à la fois un panorama de qu'est-ce que la terre crue, c'est quoi les techniques, quels sont les avantages, et puis un peu quel est le cadre législatif dans lequel, un cadre français, dans lequel on s'inscrit pour pouvoir bâtir sa maison. Donc, trois, quatre notions à la fois. Donc, sur la carte, c'est pour vous montrer que le patrimoine en terre, en fait, il est partout en France. C'est le patrimoine en terre et le matériau terre est rempli de paradoxes, puisque c'est à la fois un matériau où on a un peu l'image d'Épinal, des sols en terre, de pépé mémé, pas vraiment résistant, plein de poussière. Et en même temps, c'est un matériau qui a permis aux hommes et aux femmes de se sédentariser il y a quelques milliers d'années. Et donc, c'est vraiment un matériau qu'on dit vernaculaire, qui est local, qui apporte de la simplicité et qui est à la fois en abondance sur notre planète. Et en même temps, j'aime à dire que la terre crue, en tout cas le matériau terre, n'est pas vertueux en lui-même. C'est vraiment la manière dont on va le mettre en œuvre qui va être vertueux. Et ça, c'est pour moi important parce que à l'heure actuelle, la terre crue, on entend quand même un peu plus parler, même si on est une niche à l'échelle du bâtiment, on reste quand même, on commence à en entendre parler et je pense que c'est important de se questionner sur comment on le met en œuvre et c'est pas juste la terre qui va rendre le bâtiment vertueux. Et donc, pourquoi la Terre? Ça, je vais vous le détailler après, mais j'avais bien envie quand même de vous mettre une petite photo de chez moi. Je sais que Jean-Luc va rentrer un petit peu plus dans le détail dans mon chemin personnel et professionnel tout à l'heure, mais juste pour vous montrer la joie que l'on peut vivre avec le matériau. Voilà, moi j'ai une maison sol en terre, mur en terre, à la fois périphérique et intérieur. Donc voilà, c'est juste pour vous transmettre la joie que je vis en vivant dans une maison en terre. Donc, si je refais le lien, toi, avec l'accompagnement et la formation que tu proposes, Jean-Luc, il y a une des questions qui est importante à se poser quand je décide de bâtir ma maison, c'est où je vais trouver la terre. Concrètement, il y a plusieurs pistes. Il y a celui des terres excavées, c'est-à-dire que sur notre lieu de vie, on creuse nos fondations, et bien tout bonnement, la terre qui va être extraite pendant le boulot du terrassier, on peut l'utiliser. Donc, on ne peut pas faire plus local. Après, je vais vous expliquer comment on peut savoir si elle est bonne à bâtir ou pas. Ensuite, l'autre type de gisement, c'est les carrières. Il y a tout bonnement des carrières d'argile qui existent où ils peuvent fournir de la terre en big bag ou en sac de 25 kilos ou même en camion si on a besoin d'avoir plus de volume. Ou on peut également contacter
des terrassiers ou des piscinistes. C'est-à-dire qu'autour de chez nous, il y a probablement d'autres personnes qui construisent peut-être du neuf. Et dans ces cas-là, on peut tout simplement regarder sur le panneau travaux et on peut trouver les coordonnées. C'est vraiment un gisement qui est énorme. Donc, voilà, à la question où trouver la terre, est-ce que c'est simple? Globalement, oui. Il faudra juste faire un petit peu de recherche. C'est sûr qu'on ne va pas aller dans les grands magasins de bricolage. Ça n'existe pas encore. Mais en tout cas, c'est assez simple quand même, en dehors de ce réseau de grands magasins de bricolage. J'interromps une seconde sur cette slide et en fait, ça veut dire qu'il faut vraiment bien réfléchir son projet parce que dans une autre partie de la vidéo, ben, on va parler des 10 premiers centimètres de terre qu'on va garder pour notre futur potager, des choses ainsi. Donc, on a déjà bien réfléchi à où le stocker. Et pareil, ben, pour ta terre à toi. Et inversement, si on prend avec des voisins ou quoi que ce soit, ben, on arrive dans un nouvel endroit. Il faut apprendre aussi à connaître les gens. Et c'est aussi une des manières aussi d'aller dire bonjour à ses voisins parce que pour eux, c'est un coût de retirer ces déchets qui sont la terre. Et du coup, ben, ce déchet devient une matière première pour nous. Donc ça, je trouve ça super aussi. Ça crée du lien social et ça renforce encore tout. Et dans les carrières, j'avais un autre témoignage d'une personne et lui, en fait, il a été voir dans les carrières et la carrière lui a proposé le deal suivant, que lui ne paye que le transport parce que la terre, en fait, pour eux, c'est pour le nettoyage, donc c'est un déchet. Et donc, le fait de pouvoir se débarrasser de leurs déchets, ils étaient très, très contents. Donc, voilà. Oui, exactement. Bah, c'est vraiment la démarche dans laquelle moi je m'inscris dans Chapeau et Bottes, c'est vraiment de créer du lien avec son territoire et de se questionner aussi sur qu'est-ce qui se passe dans les liens sociaux, comment on peut être une personne ressource pour une personne qui au départ a un déchet. Ça devient une ressource en fait. Donc c'est vraiment ça aussi qui est je dirais, intéressant à explorer avec ce matériau, c'est que ça te connecte directement à ton territoire et c'est pas juste je fais venir des matériaux où je ne sais pas d'où ils viennent, ni qui les a transformés, qui les a mis en œuvre. On se connecte vraiment à là où on vit. Une fois qu'on a trouvé notre gisement, on va quand même se questionner à où on le prend, puisque l'objectif, c'est de prendre bien la terre qui va être, elle, composée d'argile. Je vais revenir après sur le petit schéma sur notre droite, mais je vais m'arrêter sur le schéma de gauche dans un premier temps, qui illustre où prendre la terre. Globalement, la surface A, c'est la terre qui va nous nourrir. Donc, on va la laisser à nos paysans, paysannes ou à notre jardin pour nous permettre de se nourrir. Donc, celle-ci, c'est la terre végétale pleine d'humus, pleine de petites bêtes qui va être intéressante pour se nourrir. Ce qui va nous intéresser, c'est la surface B. Globalement, si on creuse un trou dans son jardin, moi, je conseille de creuser à peu près à 20 cm. Au-dessus de 20 cm, en fonction de là où on habite, on peut encore arriver sur la terre végétale. Donc, en dessous de 20 cm, on commence à arriver sur la couche B, qui, elle, va être composée, comme on le voit sur le schéma à côté, potentiellement de cailloux, de gravier, de sable, de silt et d'argile, en proportions complètement différentes entre mon lieu de vie et ton lieu de vie, Jean-Luc. Donc, je ne peux pas donner un standard. C'est ça aussi la richesse de la Terre, c'est qu'elle a une variabilité qui est infinie. Donc, ça va être important quand on creuse de déjà l'observer et avec nos 5 sens, de savoir qu'est-ce qu'elle nous dévoile déjà cette terre, de lui ajouter un petit peu d'eau pour voir quelle est sa cohésion, est-ce qu'elle colle ou pas. Ça va être vraiment important. Et la couche C, celle-ci, elle va pas nous intéresser. Celle-ci, on va plutôt la retrouver quand on va en carrière de sable. C'est à ce moment-là que les carrières de sable commencent à faire leur extraction et à exploiter ce gisement. Donc, une fois que vous l'avez trouvé, donc on a vu, on va commencer à l'explorer et concrètement, comment on peut la reconnaître. Mais il y a 4 grands tests qui sont assez simples, que moi je mène pendant soit mes chantiers, soit mes stages. On a le test de la sédimentation. Donc, c'est un test qu'on retrouve aussi pas mal chez les agriculteurs et les agricultrices. Je vais faire assez simple, c'est une bouteille d'1 litre. Vous divisez la bouteille en 4 niveaux, vous remplissez un quart de terre, vous remplissez le reste d'eau, vous secouez et vous observez. Et petit à petit, ce qui va être lourd, ça va être tout ce qui est cailloux, gravier, les sables, les silts
et les argiles. Voilà, les argiles, ça va vraiment être le dernier niveau qui va décanter. Et en général, quand une bouteille met un peu de temps à décanter, on dit que les argiles sont quand même bien présentes. Donc voilà, juste à l'œil, ça vous donne une idée de quelle est la taille des grains et quels sont les grains présents dans la terre que vous allez potentiellement utiliser. Après, on a le test de la pastille. C'est la petite vignette qu'on voit au milieu dans le schéma, on va dire, le panorama de photos qu'on a à droite. Donc là, on va faire des pastilles grâce à un tube PVC de 5 cm de diamètre. On va mouiller la terre pour qu'elle soit un peu pâte à modeler, remplir la pastille, observer ce qui se passe au séchage. Est-ce que la pastille se rétracte ou pas? Et est-ce que la pastille se casse difficilement ou pas? Donc là, ça va nous donner à la fois une idée sur la cohésion de la terre. Est-ce que aussi elle va faire du retrait? Donc est-ce qu'on est sur une argile qui va être dite gonflante ou pas? Et ce qui va nous donner un faisceau d'indices sur est-ce qu'il va falloir ajouter de la fibre ou du sable après pour avoir le mélange homogène qu'il nous faut. Le cigare, donc on forme un cigare d'à peu près 40 cm de longueur, 3 cm de diamètre, et puis on va venir le pousser en bord de table, et puis on va venir récolter le petit morceau qui se casse et on le mesure. Et en fonction de la longueur des petits morceaux qui tombent, ça nous donne aussi une idée sur la teneur en argile. Et le test de la boule, il y a 3-4 tests à faire qui, elle, va nous donner des indices sur la cohésion et sur le fait qu'elle va beaucoup coller ou pas, et également sur la taille des grains. Pour conclure, sur les tests, en fait, c'est pas un test à faire, c'est vraiment tous les tests à faire pour avoir un faisceau d'indices qui se croisent ou pas. Et dans ce faisceau d'indices, on va chercher à comprendre la cohésion, puisque c'est bien la cohésion de la terre qui va nous dire si notre terre elle est OK pour bâtir, la taille des grains, et puis également la plasticité de l'argile. C'est vraiment ces 3 critères-là qu'on va chercher à comprendre. Je te rejoins et je partage aussi une autre idée, c'est que toi ici, l'idée, c'est de faire le test de la terre par rapport à l'application pour la mettre dans la construction, mais c'est aussi important quand les gens vont visiter un terrain à bâtir dans le but de l'acheter, mais ils peuvent déjà, et juste avec une petite bêche, ils font un tout petit essai sur le côté du terrain et au moins ils ont déjà aussi une idée de la qualité de leur sol pour leur fondation. Parce que l'effet des gonflements ou du retrait de l'argile, c'est important. On voit assez de maisons en France qui se fissurent de tous les côtés. Donc ça peut être en tout cas un test intéressant, ne fût-ce que pour ça aussi. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment hyper complémentaire. Donc, on a vu où trouver la terre, comment on va la reconnaître. Donc, une fois qu'on a ces caractéristiques et qu'on sait où on va la trouver, eh bien, on va commencer à se questionner sur quelle technique on va pouvoir mettre en œuvre en lien avec nos usages de vie. C'est vraiment important de coupler les deux et sortir du schéma de j'ai un produit prêt à l'emploi, je le mets, quelle que soit la condition dans laquelle j'ai envie de vivre. Ben non, voilà, les matériaux que toi tu as employés, Jean-Luc, et que moi j'emploie, c'est vraiment connecté à nos usages de vie, à comment la maison va être orientée pour être vraiment le plus en harmonie possible avec l'environnement qu'on a choisi, dans lequel on a choisi de s'intégrer et dans lequel on a décidé de vivre. Je précise ça parce que c'est vrai que on peut retrouver ça actuellement dans les magazines de construction ou d'architecture, c'est-à-dire qu'on met en avant une belle technique et derrière, on va venir, des fois, on vient me chercher en me disant « Ah, mais je veux ça comme technique. » Mais oui, mais où est-ce que tu veux vivre? Comment tu veux vivre? Et est-ce que ta terre est adaptée? C'est-à-dire que si tu fais venir, ça, je ne l'ai pas précisé, je le précise maintenant, c'est-à-dire qu'une terre, en gros, si elle fait plus de 50 km de transport, c'est même pas la peine de se dire, bon, bah oui, je vais utiliser la terre. Non, on va utiliser un autre matériau qui est plus proche et plus adapté à l'écosystème dans lequel on s'inscrit. Donc voilà, donc c'est vraiment important d'avoir ce réflexe-là. Je sais où je vais prendre ma terre, je sais ses caractéristiques et je vais là maintenant la croiser à mes usages et de choisir la technique et quitte à mixer des techniques. C'est ça aussi qui est intéressant. Et qui est riche. Ouais, et qui est riche. Donc là, maintenant, je vais vous détailler à la fois les types de techniques qui existent, mais également pourquoi on va les utiliser et pourquoi elles sont utiles. Donc, je vais démarrer par les techniques qui sont dites porteuses,
puisque un des avantages avec la terre, c'est que si on ne souhaite pas mettre une ossature en bois, on peut utiliser une ossature en bois ou ciment ou métal. En tout cas, si on ne souhaite pas utiliser une technique autre qui peut être porteuse, on peut choisir des techniques en terre qui sont, elles, dites porteuses. Donc, il y a trois grandes techniques. La technique du pisé, c'est la technique que vous voyez en bas à gauche. Donc, ça, c'est un bâtiment qui est un bâtiment professionnel, c'est des locaux. Bon, là, il était encore en phase de construction, mais c'est un bâtiment en pisé qui est à Lyon. Et le principe du pisé, on a des coffrages dans lesquels on va venir remplir le coffrage de terre. On va venir damer. Alors, soit on est courageux à la main, soit maintenant, ça se fait avec des fouloirs pneumatiques. Et on va venir tasser par tranches régulières la terre et on va venir monter au fur et à mesure le mur et monter le coffrage au fur et à mesure. La technique à côté, c'est la technique des briques. Donc là, c'est plutôt des briques de terre compressées ou même dites des adobes. Ça, les adobes, c'est plutôt fait manuellement. Donc là, sur la photo du milieu, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mix de matériaux. On voit que sur la partie droite du bâtiment, on a un rappel d'ossature, mais sur la façade sud, on est vraiment sur une technique de briques de terre compressée qui est porteuse. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans le mix des bâtis en terre. Et puis la dernière maison, complètement à droite, on est sur de la bauge, où on voit sur la photo, on peut voir sur la photo l'illustration des bonnes bottes avec le mur de soubassement en pierre. Et puis, petit à petit, on voit les différentes strates de montage qui a été fait. Donc là, la bauge, c'est aussi comment dire, un système de coffrage, mais à la différence du pisé où le mélange est prêt et on le met directement dans le coffrage, là, pour la bauge, en fait, au sol, on va réaliser des pains de terre qu'on va mélanger avec de la fibre, soit au pied, soit avec des chevaux, où on peut aussi le faire mécaniquement. Ça, c'est vraiment au choix par rapport à l'aspect low-tech et simplicité aussi qu'on veut mettre dans son projet. Et on va venir, avec les pains de bauge, maçonner dans le coffrage et monter au fur et à mesure. Et puis après, venir poser sa charpente dessus. Donc, pour vous montrer, en fonction de la technique, on peut aller de 0,2 à 2 mégapascales, donc ce qui est quand même assez intéressant et ça vient illustrer ou en tout cas mettre un coup de pied dans la fourmilière qui est la technique en terre. C'est pas costaud et ça résiste pas. Si elle est bien mise en œuvre, les techniques en terre, elles peuvent être résistantes. Je vous ai pas mis de photos de patrimoine existant depuis plusieurs milliers d'années, mais en tout cas, on en retrouve Tout à fait. notamment dans d'autres pays, et notamment l'Afrique, qui est pour moi un des berceaux aussi de la construction en terre. Donc ça, à retenir, vous pouvez, si vous voulez bâtir votre maison, utiliser la terre crue comme système porteur. Ensuite, si vous avez décidé, c'est un peu ce que toi tu as décidé, Jean-Luc, tu as choisi une ossature en bois, je crois, pour faire ta maison. Et dans ces cas-là, on va se concentrer sur comment la terre va pouvoir, en intérieur, amener de l'inertie et donc créer des cloisons. Et là, pour créer des cloisons, on a aussi plusieurs techniques. On a la technique du torchis, on a la technique de la terre allégée et la technique des briques également, qui peuvent être, elles, suivant le dimensionnement, uniquement venir en remplissage. L'intérêt du cloisonnement en terre, c'est, je le répète, apporter de l'inertie, donc contrebalancer avec des matériaux qui ne sont pas suffisamment riches en inertie. Elle va également permettre de travailler sur l'acoustique et de travailler sur aussi des esthétismes qui sont complètement différents. Puisque par exemple, sur la photo de gauche, là c'est une maçonnerie qu'on avait commencé et qu'on a terminé chez des clients. Le client voulait travailler sur un esthétisme de masse en bas et plus on monte vers le haut, plus on allège. Donc avec une technique de moucharabier qu'on peut retrouver notamment dans les architectures arabes.
Et donc, en termes comment dire, d'éléments infopratiques, on peut aller sur des cloisons entre 8 et 25 cm. Et puis, en termes de masse volumique, pourquoi je parle de masse volumique? Parce que derrière, ça va faire écho à la capacité d'inertie, mais également à la manière dont on va anticiper son chantier et comment on va notamment anticiper le poids que va représenter un mur en terre. Puisque on peut, pour certaines techniques, aller jusqu'à, on va apporter 2500 kg par mètre cube de mélange apporté. Donc, ce qui est quand même pas C'est négligeable. important pour les fondations, effectivement, qu'elles soient bien prévues en fonction de ce critère-là. Voilà, exactement. Ou alors, comme on le voit sur la photo du milieu, si on vient venir en étage, d'anticiper la reprise de charge sur le plancher et sur le solivage. Voilà. Donc, le deuxième rôle, elle peut cloisonner. Et le troisième rôle, elle peut amener, donc ça c'est un petit rappel, donc soit apporter de l'inertie, soit de l'acoustique, ou soit également isoler avec le système de la terre allégé. Donc ça c'est un petit rappel, donc je vais pas m'attarder. Mais le troisième rôle, ça peut être celui aussi de décorer. On peut très bien choisir de faire sa maison en bottes de paille ou en mur bloc chou-chanvre. Voilà, il y a plusieurs possibilités et on peut venir enduire et décorer. C'est vraiment ça aussi qui est intéressant avec la terre. Elle a tout un chemin de est-ce qu'on veut aller vraiment très loin et faire du porteur ou alors tout cloisonner en terre ou alors uniquement enduire et travailler sur des textures. C'est ça aussi qui est intéressant parce que dès qu'on va enduire un mur au-delà de 3 cm d'enduit, on commence déjà à bénéficier des propriétés d'inertie ou de régulation naturellement de l'humidité. Donc, moi, je trouve que c'est important de savoir individuellement quelle énergie on veut mettre dans son projet et de choisir la technique qui va être OK pour nous, OK pour notre corps, OK pour notre famille, puisque l'idée, quand même, après avoir bâti sa maison, c'est idéalement de rester avec son conjoint ou sa conjointe et de continuer à vivre des jours heureux dans sa maison. Voilà, donc ça, c'est vraiment important à se poser comme question. Tu prêches un convaincu parce que moi j'étais vraiment frustré dans le sens où on n'a pas excavé chez nous parce qu'on a mis des technopieux, donc j'avais pas de terre à disposition. Donc comme tu disais tantôt, si c'est pour aller chercher la terre loin, ça a déjà moins de sens. Et le deuxième problème que moi j'avais, c'est que si tu travailles en terre, ça nécessite un peu plus de temps dans la construction et ça nécessite un peu plus de main-d'œuvre. Moi, j'avais le problème, c'est qu'on venait de quitter la Belgique, donc je ne savais pas si le chantier participatif, ça allait fonctionner ou pas. Et j'avais un autre problème, c'est que j'ai quitté mon emploi, donc j'avais plus de ressources. Donc, il fallait que le plus vite possible, le bâtiment soit fini. Et du coup, on a opté vers ce que j'appelle de la terre semi-industrialisée. Alors, au moins, on a un peu l'aspect, mais par contre, au niveau de l'efficacité, on n'a que 5 mm. Donc, comme tu l'as dit, au niveau du travail de régulation de l'humidité, on est beaucoup trop faible. Mais au moins, voilà, on a au moins fait un tout petit pas vers la démarche. Et si je devais recommencer maintenant, c'est clair qu'il y aurait beaucoup plus de terre dans le projet. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, mais voilà, on conjugue avec. Moi, j'aime bien parler de cette petite boussole aux personnes qui m'interpellent sur quelle est la meilleure technique. Déjà, tu as ta boussole intérieure. Quelle énergie tu veux mettre individuellement, collectivement, quel est le temps que tu as, quel est l'argent que tu as, quels sont les accès ou les facilités à la ressource. Et en fonction de cette boussole, tu vas l'orienter différemment au début de ton projet, pendant le projet et à la fin de ton projet. Il n'y a pas de projet parfait. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de prendre soin de soi et d'être encore en bonne santé à la fin de sa construction pour en bénéficier quand même. Certainement. Donc, je vais revenir, j'en ai parlé un petit peu, mais je pense que c'est important de refaire une synthèse de si j'utilise la terre crue, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Elle va m'apporter donc une inertie. L'inertie, je vais le zoomer en suivant. Elle va m'apporter de l'inertie, elle va m'apporter une régulation hygrométrique. Elle va être résistante au feu, même si la légende des trois petits cochons peut nous dire le contraire. Elle va nous apporter de l'esthétisme. Je pense que c'est ce que tu as pu faire, toi, avec ce que tu as mis en œuvre sur tes 5 mm. Et puis, donc, elle va nous apporter aussi une certaine qualité d'air. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un zoom sur chacune des propriétés pour comprendre à la fois les notions
Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre habitat? Sachant qu'en termes d'habitat, toi et moi, Jean-Luc, on a une maison, mais on peut très bien le faire dans un appartement. Tout à Voilà, fait. ce n'est pas réservé à ceux qui vivent à la campagne et ce n'est pas réservé à ceux qui vivent uniquement dans des maisons. Donc la notion d'inertie, j'insiste dessus parce que à l'heure actuelle et depuis quand même une bonne partie d'années et d'évolution du secteur du bâtiment, on met le zoom sur l'isolation. Sauf qu'en fait, ce n'est pas suffisant. Si on met le zoom uniquement sur l'isolation, on va se retrouver avec des maisons, je vais simplifier, hein, mais on va se retrouver avec des maisons qui ont les fameuses clims réversibles et qui va t'apporter le soi-disant confort d'été et d'hiver. En fait, c'est moyennement vrai. Je ne vais pas dire que c'est faux parce que je veux pas être catégorique, mais en tout cas, il y a vraiment une notion, et encore plus maintenant avec l'évolution des chaleurs que l'on peut vivre en fonction de là où on habite en France. C'est la notion d'inertie. La notion d'inertie, ça veut dire quoi? C'est la capacité à un matériau donc de stocker la chaleur et de la rediffuser tout doucement. Pourquoi ça va être important? Parce que avec le schéma qu'on voit à côté, ça veut dire que quand quand il va faire froid dehors, quand vous allez chauffer votre maison, eh bien, le point de chauffage, que ce soit un poêle ou autre, ou même des radiateurs, la terre crue, si vous avez des murs intérieurs en terre, eh bien, la terre, elle va emmagasiner la chaleur pour vous la rediffuser tout doucement au moment où, peut-être potentiellement, vous allez décider pendant la nuit de couper votre radiateur ou votre poêle va ralentir son régime. La terre, elle aura, pendant que le poêle aura produit sa chaleur, elle va la rediffuser tout doucement. Donc, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'avoir des économies d'énergie, parce qu'elle-même, elle fait un petit boulot sans rien lui demander. Deux, elle va diffuser une chaleur qui est douce, et donc on ne va pas avoir des pics de température qui peuvent être quand même assez désagréables. Quand on se lève le matin, si en plus on a un poêle qui est assez performant et qui va permettre de garder, par exemple, une double combustion, eh bien, on va avoir le duo gagnant d'avoir quand même un bâti qui va garder une certaine régularité dans les températures. Et donc, moi, typiquement, je consomme très, très peu de bois pour une maison qui est quand même assez grande. Et puis, le matin, ma maison, elle est encore douce. Je ne suis pas dans une maison froide. Et puis, l'été, la terre, elle va, toujours en intérieur, elle va capter l'humidité et la fraîcheur ambiante pour pouvoir aussi la redistribuer et réguler de manière naturelle. C'est vraiment une ventilation naturelle à la terre crue et vous gardez un intérieur qui est frais. Je vais vous donner une illustration. L'été dernier, donc moi je suis en Gironde, au sud-ouest de la France. Il fait quand même un peu chaud. Hein. L'été, l'année dernière, on est allé jusqu'à 45. Eh bien, chez moi, la maison, tout l'été, est restée à 25 degrés. En gardant, bien sûr, mes fenêtres fermées pour bénéficier quand même de l'isolation de mon vitrage. Mais pour autant, je n'avais pas eu besoin de m'enfermer derrière mes rideaux ni derrière mes volets. Chose qu'a connue quand même une bonne partie des Français qui sont restés dans le noir une bonne partie de l'été parce que il fallait qu'ils se protègent du chaud parce que leur maison était isolée mais ils ne bénéficiaient pas d'inertie. Là, je te coupe 2 secondes parce que tu es dans la chose que les gens du Nord ne comprennent pas quand ils arrivent dans le Sud. Nous, si on Okay. part dans le Sud, c'est pour avoir de la lumière, de la chaleur. Alors, je dirais plus que de la chaleur, c'est vraiment cette notion de lumière, de clarté. Et quand on arrive dans le Sud, la première chose qu'on voit sur presque toutes les maisons, c'est toutes ces façades qui sont fermées avec les volets, des gens enfermés chez eux. Et si ils avaient travaillé sur une bonne inertie de leur bâtiment,
ils auraient pu, en tout cas, avoir l'avantage de rester avec la lumière extérieure qui vient, le visuel aussi, parce que c'était important. Surtout, ben, dans mon cas, on a une montagne en face de chez nous, donc c'est quand même très joli. Mais aussi, là, à ce moment-là, on peut aussi agir sur deux, trois autres facteurs pour compléter quand il n'est pas possible de venir ici, par exemple avec des stores ou des casquettes. Et donc, de nouveau, tout le principe de la construction doit vraiment être réfléchi en fonction de l'endroit où on est et des solutions qu'on va amener. Si on n'arrive pas à mettre assez d'inertie, comme malheureusement c'était mon cas, eh bien, il va falloir trouver d'autres choses. Par contre, si tu as ta terre chez toi, eh bien, ça veut dire qu'entre guillemets, on dit aux gens, pas besoin de clim. Exactement. Mais ça, c'est dans la réflexion, c'est effectivement, il n'y a pas de projet parfait, mais on va jongler avec ce que l'on a, soit les fameuses bonnes, le fameux bon chapeau, que ce soit en casquette que tu rajoutes à ta toiture existante, ou la toiture existante que tu vas venir faire déborder pour que, ben, en été, ton mur, le soleil tape que sur le bas du mur et pas sur tout le mur, quoi. Mais je te rassure, hein, même chez nous, dans le sud, on est content d'avoir plein de lumière, hein, Bien sûr. d'avoir la vue sur le jardin ou la vallée. Donc ça, c'était le zoom sur l'inertie. J'ai commencé à en parler un peu aussi quand je parlais de l'air frais. Donc la capacité aussi de la Terre à réguler naturellement l'hygrométrie. Donc l'hygrométrie, c'est aussi la teneur, on va dire, en eau ou l'humidité ambiante dans la maison. Euh, qui fait que la Terre, elle régule naturellement. Alors, il faudrait que je montre aussi des images de c'est quoi la Terre au microscope, mais c'est vraiment ça, elle a vraiment cette capacité d'emmagasiner aussi la fraîcheur et de pouvoir la redistribuer de manière complètement douce et au moment où on en a besoin, et sans énergie grise. Ça, c'est vraiment hyper important. Et l'autre point important, c'est que la Terre, c'est le seul matériau qui va aussi apporter une certaine qualité d'air, puisque c'est un matériau qui est brut, qui n'est pas transformé et dans lequel on ne va pas apporter ni de cuisson ni d'adjuvant. Et donc, c'est ce qui va contribuer à l'air, même si je vais quand même apporter un petit bémol et faire un petit retour en arrière sur quand on va trouver sa terre, ça va être important de se questionner aussi sur dans quel environnement on la prend, cette terre. Est-ce qu'elle est issue d'une terre où elle a subi des cultures pendant plusieurs années de pesticides? Est-ce que par chez moi, dans le Bordelais, on a beaucoup de vignes? Alors, heureusement, là où je me suis installée, ça a été un de mes critères de ne pas être entourée de vignes. Mais voilà, pareil, si votre terre a subi des amendements en pesticides et autres, bah, ça va être important de peut-être faire un test de pollution, de niveau de pollution de la terre, pour être sûr que ça soit OK. Mais naturellement, normalement, la terre, elle est vraiment sans autres adjuvants et autres produits issus de la pétrochimie notamment. J'ai encore te déranger une petite seconde de Oui, t'interrompre. Je viens de faire la visite de deux bâtiments où les gens ont fait un effort, mais considérable pour mettre le plus possible de matériaux, et notamment un bâtiment de l'ONF ici à Digne, où ils ont pris du bois local, ils ont trouvé la scierie locale, le séchoir local, enfin, tout un tas de choses où ils ont vraiment voulu faire les choses bien. Et puis, ils vont ajouter dedans, génial, de la paille, et ils vont ajouter de la terre dans les bureaux. Donc, tu t'imagines déjà ça. Donc, les briques sont là. Et puis, il y a une petite chose, un petit peu anecdotique, je dirais, si on regarde comme ça, mais qui va foutre ce projet pour moi en l'air. Ils ont été mettre des panneaux d'OSB à l'extérieur pour contreventer. Donc, tout le bénéfice de ce que tu es en train de nous dire, c'est vraiment important parce qu'en France, le contreventement en OSB extérieur, c'est pratiquement 90% des structures bois. Et c'est la oui. plus grosse erreur à faire. Alors, je ne vais pas citer une marque pour une marque, tu as AGPAN, mais il y en a plein d'autres. Ce sont des panneaux qui vont faire le boulot du contreventement, mais par contre, ils vont laisser respirer, c'est ce qu'on appelle la perspirance, et tous les aspects positifs que tu vas mettre avec ton isolation, que ce soit avec de la paille ou avec de la terre, ou quelle que soit la technique, elle va fonctionner. Si tu mets simplement ton panneau de USB extérieur,
tu es en train de foutre tout ce travail en l'air. Comme quoi, la connaissance de l'ensemble des matériaux et par vision d'une petite chose change tout le projet. Alors la personne m'a dit gentiment, parce que j'ai eu un particulier qui fait ça aussi, et lui il me dit, mais c'est pas grave, hein. Je vais mettre une membrane à l'intérieur, et comme ça c'est réglé. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Je pense que la parenthèse vaut vraiment la peine parce que c'est quelque chose qui est très important dans les enduits de terre. Grâce à ta terre, pas de membrane, donc encore une économie. Oui, Et surtout, tu as la fameuse perspirance. Et le problème de toutes les maisons pour l'instant, c'est quand même un problème d'humidité qu'on a dans les maisons. Et oui. je pense que c'est un facteur régulateur qui est génial, mais n'allez pas le foutre en l'air, tout simplement parce qu'on met un panneau au mauvais endroit. Ouais, ouais, ouais. Bah, Je pense merci que pour ça, c'est cette. important. C'est-à-dire que les marchands de matériaux qui conseillent ça ne connaissent pas le projet global. Ils ont Oui. juste vu un détail et sur ce détail, ils ont dit OK, on y va. Et je pense que vraiment cette clairvoyance de voir le projet dans l'intégralité avec des gens qui ont cette connaissance-là va amener que ton résultat Mhm. sera positif. Sinon, ben, tu risques de faire pire que bien en fait. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Je ne t'interromps Enfin, plus. oui, mais non, mais enfin, moi, ça me va bien et que tu puisses aussi apporter voilà, un regard un peu plus macro de ce que tu as aussi observé. Et puis, vu que toi, ta démarche est aussi d'être dans la globalité du projet, c'est vraiment un des points qui est clé et qui fait vraiment la différence entre des matériaux, enfin, un projet qui réfléchit avec des matériaux bio et géosourcés, c'est-à-dire que on ne il faut déconstruire le schéma ben on va mettre tel matériau à tel endroit. Non, dans la globalité, ça veut dire quoi et comment la maison est vivante et pas une maison complètement étanche ou complètement déconnectée de ceux qui vont vivre dedans. Et effectivement, l'OSB, j'ai fait le même constat que toi dans les mobs ou en tout cas la structure bois, c'est un peu le matériau dit magique. Hein. Et pour autant, c'est pas magique du tout. Et Il, la il a un GEPAN ou bien rôle. le DWD, c'est 3 fois plus cher. Donc, je comprends la démarche. Mais si c'est pour foutre en l'air tout ce que tu as fait et que tu dois rajouter de toute façon un pare-pluie à l'extérieur, que tu as rajouté un frein ou un pare-vapeur à l'intérieur, ben, tout compte fait, ce que tu as gagné, tu as perdu. Hein. Ouais, exactement, exactement. Je vais aller sur aussi une des grosses idées reçues que la Terre, c'est pas résistant, notamment au feu. Je dirais au pire, la Terre, ça cuit. Donc, quand on va se questionner mais est-ce que c'est vraiment résistant, notamment quand on va être avec on va dire, isolation paille et après terre, bon, bah, voilà, là, je vais pas zoomer sur les propriétés de la paille, mais déjà la densité de la paille et de la manière dont on va la mettre en œuvre fait que, et maintenant, on a des règles professionnelles qui sont mises en place. Donc, ça se structure petit à petit. Mais il faut savoir, en tout cas par rapport à la nature de la Terre, c'est une matière qui est minérale. Donc, elle va être, comment dire, à l'état sec, elle va être incombustible, même si en France, pour chaque projet, maintenant, il y a encore des tests qui sont demandés. Alors que, par exemple, en Allemagne, c'est classé comme un combustible. Bon, voilà, j'ose espérer qu'à terme, notre cadre européen peut-être faciliter ce passage. Mais voilà, il faut savoir que quand on va notamment construire dans le cadre de marchés publics, c'est des sujets qui sont abordés dans des établissements recevant du public. Mais vous, en tant que particulier, si votre paille est bien mise en œuvre et que vous mettez en près de l'enduitaire ou des cloisons intérieures, votre maison est résistante au feu. Le seul point de vigilance que je mettrais, mais qui est écarté du contexte de la terre crue, c'est comment j'installe mon système électrique. Moi, j'ai plutôt eu des retours d'expérience là-dessus. C'est par la mauvaise mise en place d'un système électrique, par exemple, de personnes autoconstructeurs qui se disent je vais aussi faire mon électricité sans être accompagné. Moi, c'est des cas comme ça que j'ai vus qui ont pu mettre en péril un habitat. Mais en soi, le matériau terre, lui, ne met pas et au contraire, il va cuire sur place. Donc,
et repartir à la terre après si besoin. Tout à fait. On en a parlé un petit peu tout à l'heure et sur l'esthétisme. À l'heure actuelle, l'impact de ce qu'on ressent dans notre habitat, c'est pas mesuré. Euh, on est vraiment dans du ressenti, dans du ressenti de douceur. Et en tout cas, moi, j'ai voulu mettre l'effet waouh parce que quand on vient visiter ma maison ou que des clients après habitent dans l'habitat qu'on aura réalisé ensemble, ils se sentent vraiment très très bien, hein, vraiment du confort. On a envie de caresser les murs. À aucun moment, moi j'ai vu quelqu'un caresser un mur en placo, hein. Non? Même si le placo est quand même utile, je ne crache pas sur les autres copains, mais juste comment on a envie de vivre et comment on a envie de... Voilà, qu'est-ce qu'on ressent? C'est vraiment du ressenti, mais vraiment un ressenti de douceur, de confort, et on est bien dedans. Donc là, voilà, j'ai fait un zoom sur à la fois les propriétés, où on trouvait la terre, comment on pouvait la reconnaître. Et maintenant, je vais partir ça va être la dernière partie, où je vais plutôt faire le zoom sur à la fois le bilan environnemental, le bilan social. On en a parlé un tout petit peu au début quand on cherchait notre terre, et puis le cadre juridique, sachant que ça va être important, notamment sur le cadre juridique, de prendre du recul entre moi, je suis particulier, et moi, je suis professionnel et je réponds à des marchés, notamment publics, où là, le cadre juridique est pas le même. Mais en tout cas, sur le bilan environnemental, ça fait le lien aussi avec où je vais trouver ma terre. Il faut savoir qu'en France, la terre, donc les terres qui sont tous les tas de terres que vous pouvez voir sur les grands chantiers, notamment les chantiers urbains, à l'heure actuelle, ces terres, elles sont mises dans des camions, transportées et mises sur des sols qui ne sont pas du tout valorisés. Donc, c'est considéré comme le premier déchet du bâtiment et des travaux publics. Et ça correspond à peu près entre 60 et 70% qui sont générés par le secteur du bâtiment, ce qui est quand même assez énorme, puisque du coup, on transporte de la matière sans la valoriser et on occupe des sols, alors que ces mêmes sols pourraient être utilisés pour d'autres projets ou peut-être des terrains nourriciers. Et là, pour rebondir sur l'actualité, ben, tout le monde a entendu parler du chantier qu'il y a pour l'instant à Paris avec la nouvelle ligne RER. Ça représente des millions de mètres cubes et ils sont en train de faire quelque chose de stupide sur les abords de Paris. Ils sont en train de recouvrir des bonnes terres agricoles, des terres qui pourraient nous nourrir, de cette mauvaise terre qui va être mise là-dessus et qui ne servira à rien. Donc, ça retire encore des sols supplémentaires. Donc ça, enfin, moi, en tant que professionnel, c'est un sujet que j'aborde là où j'habite avec la métropole de Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine, pour voir comment, avec l'action à la fois citoyenne et l'action publique, on peut mettre en œuvre des projets qui, au lieu que cette terre sorte du projet, comment on l'intègre dans le projet. Mais là, il faut vraiment détricoter toute la pelote, mais c'est possible. Et il y a notamment une chouette équipe par ta Belgique natale, à Bruxelles. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les rencontrer. L'équipe s'appelle BC Materials. Alors, c'est vraiment, si tu as l'occasion de retourner, On mettra leurs voilà. coordonnées, donc c'est BC Materials, c'est ça? Voilà, BC Materials, ils sont à Bruxelles et en fait, à la base, ce sont des architectes qui avaient envie de garder, de ne pas être juste dans la conception, mais être aussi dans le faire. Et donc, ils collectent des terres excavées issues de grands projets urbains de Bruxelles. Ils ont un lieu de stockage, de transformation, de broyage, et puis sur place, ils transforment les terres excavées, une partie des terres, pas toutes, hein, mais une partie des terres excavées de Bruxelles pour faire des briques, pour faire de la terre en big bag, ils font également des enduits et ils ont aussi une offre d'accompagnement. Donc voilà, Et petit comme la clin d'œil. Belgique est tellement petite, ben 50 km autour de Bruxelles, tu as fait presque toute la Belgique. Hein. Ben voilà, exactement. Non, mais enfin, moi, c'est une grande, grande source d'inspiration. J'aime beaucoup leur démarche. Donc, on échange ensemble pour comment on pourrait faire la même chose, voilà, sur la métropole de Bordeaux. Donc, petit clin d'œil aux Belges qui sont toujours pleins de ressources Et puis, tu et de as bonnes une autre idées. parenthèse qui est intéressante, puisqu'on parle un peu des Belges. Tu as l'association LESA qui est du côté des Cisterons,
qui, lui, est aussi belge fatalement, et il a beaucoup milité en France, ce qui fait que maintenant, il est possible de passer un bac pro en maçonnerie de terre. Ok, ok, bah, super. Moi, je connaissais le titre professionnel, mais pas le bac pro. Ah, bah, c'est génial. Bah, du coup, Voilà. il faudra que je reprenne contact avec l'équipe de l'ESA. L'autre bilan qu'on peut faire avec la Terre, on en a parlé un tout petit peu au début quand on pouvait prendre contact avec son territoire. Euh, alors même si ça peut être un peu contradictoire avec le secteur du bâtiment, mais en tout cas, nous, en tant qu'autoconstructeurs ou en partie autoconstructeurs, je pense que cette terre, elle nous permet de remettre de l'humain et de pas uniquement le remplacer par des machines. Et moi, c'est ce que je défends dans mes chantiers, c'est comment on peut se réapproprier un matériau, comment on peut se réapproprier des savoir-faire ancestraux, de faire la connexion avec notre patrimoine à la fois matériel et immatériel. Donc voilà, ça permet à chacun, quel que soit ton chemin, la Terre, elle te permet d'apprendre, de corriger, de réadapter ton geste. Et en termes de coopération, ça nous permet aussi soit de faire le lien avec nos voisins, mais aussi de faire le lien avec l'agriculture locale si on utilise voilà, des fibres ou pour pouvoir isoler ou amender notre terre. Et c'est aussi autant si on reste dans ce périmètre de 50 km, c'est autant de créations d'emplois qui peuvent être faits localement sans faire venir systématiquement des matériaux manufacturés et avec des intermédiaires qui n'ont aucune connexion des uns des autres, aucun respect du travail de l'un de l'autre. Et voilà, donc c'est ma vision du chantier que je défends et que je souhaite vraiment continuer à défendre, même si parfois je peux vraiment passer pour une illuminée, mais je pense que si à terme on a vraiment des problématiques d'énergie, voilà, au moins l'énergie humaine sera là et la Terre le permet. Alors, je peux déjà te rassurer d'une chose, tu n'es pas la seule illuminée, on est déjà au moins deux, plus encore quelques autres fous, donc c'est déjà bien, on a fait une petite colonie à nous tous. Mais il y a une autre chose que tu n'as pas encore parlé, je pense qui est très intéressant, c'est le coût des matériaux est de plus en plus cher à l'heure actuelle dans la construction. Et le fait d'avoir cette terre, si en plus de ça elle était excavée sur ton terrain, ça ne coûte rien. La partie outillage pour faire des briques, ben, c'est quatre petits morceaux de bois assemblés, ça ne coûte rien. Après, on peut louer des presses ou quoi que ce soit, mais il y a moyen pour des gens qui ont des facultés peut-être financières peut-être plus limitées de faire des choses très bon marché. Et tantôt, tu as évoqué l'autoconstruction, mais moi, je parle aussi d'un mode que j'aime bien, c'est l'autoconstruction hybride. Les gens vont passer peut-être par les plus gros entrepreneurs parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir le crédit ou quoi que ce soit avec la maison hors d'eau, hors d'air. Et ils vont pouvoir amener toute cette inertie par l'intérieur avec un matériel d'isolation qui leur coûtera pratiquement rien, où ils ont mis de l'humain parce qu'ils ont fait un chantier participatif, et on a toutes nos valeurs qui sont là-dedans, tout en ayant le projet qui peut se mettre à bien parce que la banque a ce moment-là financé puisqu'ils ont le fameux hors de hors d'air. Oui, exactement. Et moi, je sais que ben, ce que je trouve aussi nourrissant, c'est que ben, petit à petit, des personnes viennent s'inspirer et peuvent réussir à se dire, OK, ben, c'est possible, je me fais confiance et je peux le faire. Donc, c'est aussi un élan et un tremplin pour ceux et celles qui se questionnent, de se dire, ah ben non, je ne suis pas capable, je ne suis pas issu d'une famille de bricoleurs. Mais en fait, non. Moi, personnellement, avec mon compagnon, on savait poser une étagère et ben, maintenant, on a réussi, bien sûr, en allant nous-mêmes sur des chantiers pour apprendre. C'est vraiment cette facilité-là. Et toujours pareil, ce même curseur. Si, admettons, on a une enveloppe financière un peu plus confortable, peut-être qu'on va effectivement peut-être déléguer un peu plus, encore que on peut aussi faire le choix de cet argent, de le positionner sur, par exemple, planter plus d'arbres. Enfin, c'est vraiment un Toute choix. valeur. Voilà, c'est pas juste une question d'argent, c'est vraiment quelle énergie je veux mettre, quelle simplicité aussi je veux mettre dans mon chantier. Et typiquement, un chantier où il y a très peu de machines, c'est aussi un confort acoustique. Ça favorise les échanges et on n'est pas là dans ce brouhaha continu de la machine qui fait que bah, tu as des casques, tu es protégé. En fait, rien n'est simple. Donc vraiment, la Terre, c'est aussi dans le bilan social, la simplicité qu'elle va amener.
On en a déjà parlé, mais bon, voilà, je peux encore en reparler sur l'aspect sensoriel, l'hygrométrie, l'inertie, mais je vais pas m'étaler, mais j'avais envie de vous montrer aussi d'autres images d'ambiance qui illustrent ce que peut nous apporter la Terre, à la fois sur du bâti ancien. On a parlé beaucoup de neuf, mais moi, la Terre, je la promeus aussi de manière très forte dans le bâti ancien parce que c'est vraiment compatible, et sur du neuf, sur la photo que vous voyez en bas. Tu parlais à l'instant de prix. Moi, j'avais quand même envie de donner des fourchettes de prix en fonction des techniques, mais ça réalisé par des artisans et des Voilà. artisanes. Voilà, je le précise, ce n'est pas des coûts autoconstructeurs, puisque autoconstructeur, bah, c'est ton temps. Et puis, effectivement, peut-être quand même, tu vas peut-être aller chercher des pelles que tu ne vas pas creuser à la main. Enfin, voilà. Mais pour que les personnes puissent se positionner aussi en fonction des techniques, c'est quoi l'ordre de prix au mètre carré posé sans la fourniture, donc sans la matière première, par un artisan et un artisan. Donc, on voit que les techniques les plus, entre guillemets, les plus légères d'un point de vue économique, ce sont les enduits. Et on l'a vu que les enduits, très simplement, ça peut déjà apporter de l'inertie. Donc, on peut assez simplement quand même mettre en œuvre des enduits en terre. La terre allégée, pourquoi on dit allégée? Parce qu'effectivement, on va mettre beaucoup de fibres. Donc, c'est une technique qui peut être isolante. Donc, mixer potentiellement de la terre allégée pour isoler et un enduit dessus, bah, on a le combo isolation-énergie. Pardon, inertie. Donc, c'est deux techniques qui, elles, sont assez abordables d'un point de vue économique et performantes. Et puis, plus on vient vers des techniques un petit peu plus onéreuses, ce qui est aussi normal, puisqu'on l'a vu, la bauge et le pisé, c'est des techniques structurelles. Donc, c'est là aussi où c'est important de se questionner dans la conception, quelle technique je vais utiliser, et pouvoir faire des comparatifs en termes de temps, en termes d'argent et de matière utilisée. Donc, mais voilà, c'est juste pour dire qu'on n'est pas non plus dans des techniques on pourrait dire, oh, mais c'est vraiment très cher. Non, ce n'est pas si cher que ça, et cher par rapport à quoi? La notion de valeur, elle est quand même somme toute relative par rapport au confort qu'on peut avoir et aussi à l'impact d'où viennent nos matériaux et à Surtout la que, facilité de mise en œuvre. et tu as encore quelque chose que tu pourrais compléter, c'est que dans l'aspect prix, généralement, tous les artisans ou artisanes, parce que j'adorais quand tu as dit ces mots-là, qui mettent en valeur ces techniques, ce sont des gens qui adorent partager leur savoir. Et Oui, du coup, fatalement, plutôt que de payer 4 artisans, on peut payer un artisan et trouver 3 bénévoles qui ont en soif ou en quête d'apprentissage par les différents moyens, les assos, quoi que ce soit. Et du coup, on va encore diminuer nettement ce prix. Donc, moi, je trouve que c'est génial parce qu'ici, on a la fourchette haute et on sait qu'on peut encore la baisser si le besoin est là. Donc ça, c'est chouette. Mais en plus de ça, on va remettre de l'humain dedans et donc c'est encore mieux alors. ouais, exactement. Oui, effectivement, il faut questionner l'artisan Oui, ou l'artisane et pas juste en fait lui demander un devis. mais bien C'est sûr. comprendre comment il travaille, est-ce qu'il est prêt à transmettre ou pas. Il y en a qui sont pas prêts, il y en a qui sont des ours ou des oursonnes, hein, mais j'en connais. Mais il y en a beaucoup qui sont prêts à transmettre et à faire ce mix de je suis avec vous sur telle étape. Et après, vous êtes autonome. Éventuellement, je reviens si vous avez des points un peu critiques et de réfléchir ensemble à un accompagnement en étant entouré d'une personne qui sait faire et pas juste je demande un devis. Je demande un devis, ça c'est bon pour la laine de verre, pour les autres matériaux conventionnels. Ça c'est OK, il n'y a pas de vivant là-dedans, donc on ne va pas se poser de questions. Euh, donc voilà, donc ça donne un panorama qui est après, qui est un panorama qui est non exhaustif. Hein. Je le précise, rien n'est inscrit dans le marbre ou dans la terre. Je vais terminer avec un sujet alors moi, je pense, mérite d'être mis en lumière, même si quand on va peut-être être dans une logique de je bâtis ma maison, on va peut-être pas être directement concerné par ce sujet de filière, même si je pense que c'est important de savoir dans quel univers le bâtiment conventionnel évolue et comment nous qui faisons le choix d'utiliser des matériaux locaux et plus sains
quels sont les contextes. Quand on est dans des produits issus du bâtiment conventionnel, tout est homogène, tous les usages sont prédéfinis, tout est normé, toutes les performances sont normées. Quand on va vouloir utiliser la terre crue, elle va nous permettre d'avoir, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Si on a des difficultés à déconstruire nos schémas, elle nous apporte beaucoup de variabilité, on a vu que moi, parfois sur un chantier, un de mes derniers chantiers, avec une seule et même terre, fonction de si je lui ai ajouté de la fibre ou du sable, j'ai aussi bien fait avec la même terre du torchis, des enduits et une chape de terre. En fait, si on prend la laine de verre, ça reste de la laine de verre et elle te propose un seul usage. Donc, moi, je trouve que c'est quand même assez intéressant d'avoir cette multiplicité des techniques, des mélanges et du coup des performances qui sont aussi variables et du coup adaptées au bâti et aux habitants du lieu. Ensuite, pour refaire le lien avec la notion de vraiment circuit court, à l'heure actuelle, si on prend un matériau du bâtiment conventionnel, il y a une ressource, on ne sait pas d'où vraiment elle vient, il y a un exploitant qui va utiliser cette ressource, puis après on va avoir un transformateur 1, 2, 3, 4, 5, on ne sait pas trop, un revendeur, un grossiste et potentiellement un artisan. Et excusez-moi pour les fautes d'orthographe qu'il faut que je modifie. Donc ça, c'est la filière conventionnelle. Si on prend la filière terre crue, on va être sur vraiment de l'hyper court. On va avoir une ressource, potentiellement, peut-être quand même si on ne l'utilise pas chez nous, un peu de transport. On pourrait avoir aussi de temps en temps quelques industriels ou revendeurs. Pour vous donner une idée, la région dans laquelle je vis, la région Nouvelle-Aquitaine, qui fait à peu près la taille du pays de l'Autriche. En termes de revendeurs et d'industriels, je pense qu'on peut les compter sur les doigts de la main. Donc, on est vraiment dans une filière qui est à la fois en train de se structurer et en même temps, on défend, nous, les terreux et terreuses, de rester sur des filières très courtes pour justement ne pas retomber sur des travers de transport de matière, puisque la terre, c'est un matériau qui est très lourd et qui, si on le transporte de trop, va nécessiter beaucoup d'énergie grise et de moyens où on va retomber dans les travers de ce qu'on vit déjà actuellement. Et puis, assez vite, on va trouver des artisans ou des artisanes qui vont pouvoir mettre en œuvre. Donc, on est vraiment dans des univers complètement différents. Et je vais terminer par le cadre normatif. Donc là, que ça soit peut-être pour des autoconstructeurs qui veulent aller pousser assez loin leur montée en compétences, ou peut-être tout simplement un outil de dialogue avec les artisans et les artisanes avec lesquels vous allez travailler, ou peut-être l'architecte, ou si vous êtes accompagné par un architecte ou une architecte. Votre Bible, ce sont les règles professionnelles des enduits sur support composé de terre crue. Si on vous dit que ce n'est pas possible, vous sortez ce bouquin. C'est les règles professionnelles et elles sont appliquées et on ne peut pas vous dire que ce n'est pas possible de mettre en œuvre des enduits. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette petite Bible. Et la deuxième Bible, ce sont les guides de bonne pratique. Donc on a eu une très belle opportunité, on l'a encore, grâce à la Confédération de la construction en terre crue qui a été créée en 2019. Donc plusieurs acteurs se sont réunis à travers la France pour pouvoir rédiger des guides de bonne pratique. Puisque le matériau terre, il a beau être vernaculaire et millénaire, il a été transmis principalement oralement. On a quand même quelques écrits, mais nous n'avons pas de texte normatif et même dans certains terreux et terreuses, on n'aurait pas forcément envie d'avoir de cadre normatif à terme. C'est un grand débat. Et pour autant, quand même, il faut avoir des outils de dialogue pour dire que c'est possible et casser ces idées reçues que la terre, c'est pas costaud, qu'on peut pas la mettre en œuvre dans nos climats et de pouvoir vraiment travailler sur des mix de matériaux. C'est pas juste je vais tout faire en terre, mais en fonction de l'usage, quelle est la technique la plus appropriée d'un point de vue temps, économie, énergie. Et vraiment, ces guides de bonne pratique, c'est aussi une Bible qui, moi, j'incite vraiment
parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui s'intéressent à ce qu'on fait chez Chapeau et Bottes. Et je leur dis, mais déjà plongez-vous dans ces documents et après vous pourrez avoir des arguments supplémentaires et être en capacité de mieux dialoguer avec vos interlocuteurs. Donc voilà, je crois que j'ai presque terminé. Un dernier schéma, mais qui illustre, qui est peut-être un peu, comment dire, pas vulgarisé, mais qui est quand même illustre très bien où on en est actuellement. Quand on va demander à assurer un bâtiment, et notamment un bâtiment public qui va recevoir du public, on a les techniques dites courantes, c'est ce qu'on trouve sur la partie comment dire, de gauche. Globalement, c'est tous les matériaux qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Voilà. Et les techniques dites non courantes, c'est plutôt les techniques issues de la terre crue. Et pour autant, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on doit redoubler d'efforts pour démontrer que la terre, c'est possible, nous, professionnels. Donc, le chemin, là, l'idée, c'est que petit à petit, on trouve un mix entre, on a une acceptabilité de la terre dans les projets, pour que ça soit plus simple, et pour autant ne pas tomber dans une norme, parce qu'on l'a vu, que c'est un matériau qui est vraiment variable, et ça serait vraiment dommage de tomber dans les travers du cadre normatif. Donc, c'est de trouver un chemin un peu mix entre les deux. Mais voilà, donc ça c'est plutôt à destination des professionnels. Mais si vous aussi, autoconstructeur ou autoconstructeur accompagné, vous pouvez aussi, ça peut être votre rôle de faire monter en compétence les artisans et les artisanes de votre territoire pour les inviter aussi à se questionner sur dans quel cadre de travail ils évoluent. Alors, je te rejoins. Et puis maintenant, il y a quand même une loi qui est assez importante. On entend beaucoup parler de la RT 2012, de la RE 2020. Mais il y a quelque chose qu'on en parle un peu moins, c'est la loi climat et résilience qui englobe ces deux lois-là, mais qui va beaucoup plus loin et qui fait que les nouvelles constructions maintenant ben, seront un minimum avec que 100% de toute façon des matériaux devront être recyclables et en plus 30% des matériaux devront être biosourcés. Donc, c'est-à-dire que d'une manière obligatoire, ben, tous les gros constructeurs qui font un peu du n'importe quoi aujourd'hui ben, ne pourront plus le faire. Et donc, ils seront amenés à insérer des matériaux biosourcés d'une manière ou d'une autre dans le bâtiment. Et donc, peut-être qu'ils vont se pencher un peu plus sur ce qu'on disait au départ, qu'on était un peu désilluminés. Ben, peut-être qu'on le sera un peu moins à partir de demain et que ce seront eux à venir voir chez nous ce qui se passe. Et je fais un autre lien avec un interview que j'ai fait d'un architecte du Paraguay, José Cubila. Il a obtenu pas mal de prix. Et en fait, il part, lui, au milieu d'un lieu et de voir justement quels sont les matériaux disponibles sur place pour faire une belle réalisation. Et j'aurais tendance à dire que sa clientèle, ce sont comme des gens qui ont des moyens financiers, donc ils pourraient amener, mais lui, sa démarche, si c'était ça qu'on lui demande, il ne le ferait pas le travail. Donc, il veut vraiment être en cohérence avec ses valeurs et il fait des maisons en pisé ou en briques crues. Et tu vois vraiment une réalisation mais magnifique avec une belle signature derrière. Et les gens peuvent vraiment faire du beau. Et puis en France, si je reprends l'association Les Uns, je sais plus exactement les chiffres, mais je crois que jusqu'en 1950, c'était presque 70% du bâti qui était encore en terre. Mm, Donc c'est exactement. gigantesque et on a tendance à avoir oublié parce que le béton est venu un peu racler tout ça, mais il y a autre chose et c'est des matériaux qu'on a utilisés ben, pas si longtemps et comme tu disais au début, j'aimais bien ta petite phrase avec PPMM. Alors peut-être qu'on les a un peu mal vus vieillir parce qu'on n'avait pas des petites choses qu'on pourrait mettre dedans maintenant pour la technique pour les faire un peu mieux, mais on voit que les gens reviennent vers du vrai et qu'en plus de ça, ça peut coûter moins cher, tu amènes de l'humain dedans, donc tu as tout ce qui est beau dedans. Et donc, longue vie à la terre, je pourrais tendance à dire, Ouais, dans c'est tous les sens du exactement terme. ça. Hein. Ouais, exactement. Oui, non, elle nous a permis de nous sédentariser, mais voilà, je pense qu'elle peut nous permettre de continuer à vivre et à bien vivre dans nos habitats d'être connectés à nos habitats et de le percevoir vraiment comme une troisième peau et pas juste une boîte dans laquelle on rentre, Tout à fait. voilà, le soir si on décide de travailler en dehors de chez soi, mais de le percevoir vraiment comme un cocon où on se sent bien et on est content d'y être et de pouvoir y vivre, quelles que soient
les extrêmes climatiques qu'on peut vivre, quoi. Tout à fait. Donc maintenant, tu m'as bien convaincu que je devrais absolument faire quelque chose avec de la terre, mais je suis encore un peu perdu parce qu'avec notre... OK, tu nous as donné beaucoup d'informations, mais je voudrais en savoir un peu plus. Alors, j'ai vu tes livres, donc ça, je les ai notés et j'irai vite les chercher. Par contre, est-ce que toi, tu ne proposes pas aussi un peu d'accompagner les gens? Oui, la raison d'être donc de Chapeau Bottes, c'est de transmettre les savoirs et savoir-faire sur les techniques en terre crue. Et donc concrètement, comment ça se passe? Soit on a un projet de chantier sur lequel on souhaite réaliser le second œuvre en autonomie. Et donc, moi, je propose aux habitants de définir avec eux déjà quels sont leurs usages, quelles sont les ressources localement qu'ils ont, et après, du coup, quelle est la technique appropriée. Et puis, dans le choix de mise en œuvre de la technique, soit je suis là du début à la fin. Si, admettons, on a décidé, il y a, je sais pas, 20 mètres carrés de cloison intérieure à faire, je calcule à peu près, voilà, il faut 10 jours. Dans les 10 jours, soit je suis avec eux du début à la fin, et je propose à faire venir aussi des personnes issues soit du réseau des habitants, soit du réseau de Chapeau et Bottes, pour que les personnes aussi puissent venir apprendre sur Chouette. place. Soit la personne, elle me dit, bah non, moi je me sens à l'aise. Écoute, sur les 10 jours, quels sont d'après toi le socle minimum et les étapes clés sur lesquelles tu dois être là? Et dans ces cas-là, je leur dis, bah voilà, il faut que je sois là 2 jours au démarrage, après je te laisse 5 jours et après je reviens après. Donc comme ça permet de faire un mix entre la montée en compétence des habitants, l'aspect économique ou pas. Voilà, c'est un mix qui peut être fait et vraiment adapté aux attentes du client et de la faisabilité de la technique. Donc ça, c'est vraiment la phase chantier où là, je mets ma casquette d'artisane. Non, Et ton après, chapeau. mon chapeau, oui, je peux mettre mon chapeau d'artisane. Et l'autre pan de l'activité, c'est la sensibilisation. Puisqu'on l'a vu ensemble, hein, la terre crue, il faut se réapproprier ce matériau. Donc, je propose des cycles de sensibilisation qui vont de 2 jours jusqu'à 5 jours, où on va venir explorer soit des techniques de manière précise. Donc, par exemple, j'ai des stages où les gens viennent apprendre, ça veut dire quoi faire du torchis, on fait des maquettes, on comprend quel est l'état de plasticité que doit avoir la terre pour mettre en œuvre le torchis, la connexion avec, si je veux intégrer des réseaux dans mon mur en torchis, comment j'anticipe mon réseau électrique? Est-ce que je conseille ou pas le réseau d'eau? Voilà, donc c'est des cycles de sensibilisation sur lesquels on vient en fonction de ses disponibilités. Si on est plutôt disponible sur des formats 2 jours, et ça peut aller jusqu'à des formats 5 jours, où là, bon, c'est un petit peu plus dense, mais ça peut permettre en tout cas de savoir à l'issue des stages comment je reconnais une terre, comment je l'adapte en fonction de mes techniques et quels sont les détails de mise en œuvre des techniques. Mais ce que je trouve génial dans ton approche, c'est je suis maintenant, j'ai suivi tous les modules un petit peu de la formation Je bâtis et je m'aperçois que je suis plus porté ou la terre, c'est quelque chose qui m'appelle et c'est vraiment vers ça que je veux aller, soit pour la totalité de la construction, soit de manière partielle, comme tu as bien dit, parce qu'il y a plein d'options possibles. Mais par contre, je ne suis pas sûr que j'ai cette affinité avec le matériel que je pensais, mais peut-être que je ne l'ai pas. Et tout compte fait de pouvoir s'immerser, mais pas dans un chantier complet, mais par rapport vraiment à des techniques et à des matériaux. Et ça, je trouve ça génial parce que à ce moment-là, on peut soit valider, entre guillemets, notre choix premier et on va vraiment approfondir là-dedans, soit on peut dire, non, tout compte fait, c'est peut-être pas ce que je pensais, mais par contre, j'ai bien compris qu'il me faut l'inertie, mais je le ferai au moins sur une des cloisons, cette technique-là. Et le fait d'avoir une approche, un peu ce que, en tout cas, je me donne comme mission, c'est vraiment une approche généraliste, mais qui permet d'ouvrir à chaque fois les portes vers des spécialistes et de voir justement est-ce que cette technique ou cette façon de faire peut se mettre dans mon projet, oui ou non. Si oui, j'approfondis un petit peu avec la personne et je valide ou pas. Et si pas, c'est pas grave, on dévie légèrement et on revient sur le tout départ. C'est vraiment ça où tes 2 formations que tu as parlé là sont vraiment géniales. Et est-ce que tu as aussi quelque chose de complémentaire qui serait uniquement en titre de visio ou pas du tout? C'est un format qui est compliqué avec la Terre.
Alors sur la visio, j'ai commencé à faire un premier test de formation en ligne sur les enduits de finition. Bon, c'est fait maison la vidéo, hein, donc, mais bon, on voit les gestes. Donc Voilà. effectivement, en ligne, il y a une formation d'une dizaine de modules qui permet de savoir comment je prépare ma terre. Pour faciliter les choses, j'ai choisi dans la formation de montrer la mise en œuvre des enduits avec des enduits prêts à l'emploi. Oui, Voilà, en termes aussi d'accessibilité, de progressivité dans je tout à fait. m'approprie le matériau. Et néanmoins, donc dans cette formation, on voit comment je prépare, parce que j'ai un sac, j'ai une recette, mais en vrai, ça veut dire quoi? Si je mets trop d'eau, bah, ça va être trop liquide. Donc de quand même voir la plasticité du mélange. Et puis après, on le met en œuvre sur un support botte de paille et enduit terre de corps. Et donc, on vient faire la finition. Donc, on voit chacune des étapes, les gestes. Et également, quand on l'a mis en œuvre, il y a des fissures qui sont arrivées. Donc, les gens apprennent à dire, OK, j'ai des fissures, c'est pas grave. Comment je les répare et comment je réussis à avoir un mur qui est joli, qui est confortable et qui m'apporte de l'inertie. Super. Ben, écoute, une très belle rencontre en tout cas, et j'espère que Merci. de nombreuses personnes seront motivées à travailler soit partiellement, soit totalement le produit de terre, parce que tout simplement, parce qu'elle est en dessous de nos pieds, donc il faut pas aller loin pour la chercher. Et avec toutes les propriétés que tu as données, ça me donne en tout cas l'envie, si je construis une autre maison, ce qui sera peut-être le cas, eh ben, à ce moment-là, d'insérer en tout cas cette noble matière. Un tout Ouais. grand merci à toi. Et Merci à toi, j'espère qu'on Jean-Luc. aura l'occasion de t'envoyer plein de gens. Oui, et puis peut-être de se rencontrer en vrai, Bien sûr, avec grand plaisir. ça serait Et avec avec plaisir, grand je viendrai plaisir. bien sur un de tes chantiers du côté de Bordeaux. J'ai déjà été au stage chez Maëlys Dorn, donc avec grand plaisir de retourner encore dans ton pays. Et ben voilà, faut suivre l'actualité de Chapeau et Bottes. Tout à Merci fait. À Jean-Luc, bientôt. à bientôt. Au Bonne revoir. journée.